darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I'm not resisting. From the daylight, running from the daylight. How does HR feel with Deel? Like hiring, onboarding, managing insights, and more, all on a global scale. Deel, your forever people platform. Il n'y en a qu'un seul, on l'adore. Merci d'accueillir Abel Camara. Ah non, mais c'était fort. Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I'm not resisting. From the daylight, running from the daylight.
From the daylight, running from the daylight. Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I'm not resisting. From the daylight, running from the daylight. Bonsoir et bienvenue à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Après quelques jours de repos durant la trêve internationale, la team Peuple du Rhône reprend du service pour vous accompagner jusqu'à l'affiche du dimanche soir au Roison Park entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Généralement une rencontre toujours spectaculaire et cela jusqu'à bien des années dans le passé. Alors les animateurs qui sont avec nous ce soir, comme d'habitude, Damien, c'est celui qui est à l'heure, facile de le reconnaître. Toujours à l'heure. Guigui également qui était là depuis un petit moment durant le décompte. Il va falloir que je serre un petit peu les vis là parce qu'il y en a d'autres également qui sont un petit peu en retard. Salut Guigui, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va, comme un lundi. Ouais, comme un lundi, c'est début de semaine. Voilà, bon, Yes. donc, si vous vivez un début de semaine un peu compliqué, vous pouvez vous reposer un petit peu à nos côtés. On va vous détailler l'actualité lyonnaise. On va revenir sur les précédents sujets qu'on n'a pas vus à cause de la trêve internationale. Et très franchement, les gars, la trêve internationale qui m'exaspère parce que qu'est-ce que je m'ennuie pendant cette trêve. C'était vraiment le bon moment pour prendre du repos. Je remercie en premier lieu les fidèles auditeurs qui ont liké et partagé ce live durant le décompte. Vos efforts sont une forme essentielle pour le développement de Peuple du Rhône. Merci beaucoup. Pour l'information, l'interview émission exclusive en compagnie de Pierre Ménez, que vous aimez pas, est repoussée à demain soir. Donc ça vient d'être fixé il y a quelques minutes. Ça a été fait un petit peu là dans la précipitation, le report. Donc heureusement, on a pu le décaler. Comme ça, on pourra évoquer tous les sujets, bien entendu, autour du football. Vous le savez bien. Salut Greg qui nous rejoint. Salut Greg. Ça va Greg ? Ça va et vous ? Ouais, on a l'impression que ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Exactement. Ouais. En pleine trêve internationale. Ouais.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit ce soir, ce qu'on va voir, c'est forcément, on va aller vers ce match au Roison Park tout au long de la semaine et on va vous accompagner pour ça. Et également voir les actualités. Et il y en a quelques-unes, on va revenir sur des choses qu'on a loupées durant ces derniers jours qui sont plutôt sympathiques du côté de l'Olympique Lyonnais, même si on ne sait pas si ça va être une formule gagnante ou non. Donc la première information sur laquelle j'ai envie de venir avec vous, c'est concernant la blessure de Moussa Niakhaté qui est blessé au genou, touché avec le Sénégal. C'était lors de la victoire face au Soudan, 2-0 au match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Moussa Niakhaté a quitté le rassemblement hier, il me semble, 2 jours avant la confrontation face au Congo. Donc il a été remplacé vendredi et il y a eu un communiqué de la fédération sénégalaise qui a dit qu'il s'est blessé au genou droit. L'IRM a révélé que le joueur n'est pas apte à poursuivre le rassemblement sans donner de précision sur la nature de la blessure ni sur la durée de son indisponibilité. Voilà, c'est la grosse information. Moussa Niakhaté qui est une pièce essentielle sur le début de saison de l'Olympique Lyonnais, qui est un petit peu le rock, celui qui est très solide, qui gagne beaucoup de duels, qui est un peu méconnaissable, on va dire, du bon côté, parce que il performe sur la régularité. Là, on espérait qu'il continue sur le départ de la saison. Alors, les gars, c'est pas impossible qu'on le revoie rapidement, Moussa Niakhaté, parce que a priori, on n'a pas encore d'informations, mais il y a quelques sources qui se montrent plus ou moins rassurantes, qui ne sont pas forcément les meilleures sources de confiance. Mais Moussa Niakhaté, il y a peut-être des chances de le revoir assez rapidement. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà, Damien, est-ce que tu as des informations complémentaires sur la nature de la blessure ? Non, moi j'en ai pas eu, pas spécialement. Quand même, gros point d'interrogation, hein, et je pense que c'est un poste qu'on voulait éviter, ce qui est une blessure, même si on a recruté Ruben Kluivert. Maintenant, Ruben Kluivert, on ne connaît pas vraiment son niveau. J'espère que c'est pas vraiment grave. Maintenant, c'est quand même urgent en fait de savoir sa nature et de savoir l'indisponibilité du joueur, parce qu'on arrive à des échéances où on va commencer l'Europa League. Là, on va à Rennes. On sait très bien qu'à Rennes, ça reste toujours très compliqué comme déplacement. Donc voilà, je pense. Alors, on ne sait pas vraiment la nature, donc je peux pas trop me prononcer, mais ça me semble quand même compliqué qu'il soit là à Rennes, ou à moins que c'est vraiment pas grand-chose, mais à surveiller. Mais c'est vrai que c'est un poste comme le milieu de terrain, un Tolisso ou voilà, ou un Fofana qui se blesse. Pour moi, c'était un poste où il fallait éviter les blessures au moins jusqu'à janvier, quoi. Ouais. Guigui. Bah moi les trêves internationales, je suis en panique à chaque fois qu'il y a un de nos joueurs qui joue, parce que le risque c'est qu'ils se blessent ou qu'ils reviennent dans un état pas top, genre Tagliafico qui revient à chaque fois d'Argentine. Je pense que c'est quand même pas top pour lui de réenchaîner derrière. Alors oui, j'ai vu les news qui seraient plutôt rassurantes. Honnêtement, vu qu'on n'a pas grand monde derrière, s'il faut que Niakhaté fasse l'impasse sur Rennes, voire même Angers, pour être sûr qu'il puisse enchaîner Utrecht et Lille, faut pas prendre de risque entre guillemets pour une 4e journée de Ligue 1. Je pense que c'est pas la peine de forcer sur le genou s'il y a le moindre risque de blessure. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais regarde Dembélé, il s'est blessé un peu à Toulouse, il s'est entraîné que la veille avec l'équipe de France, tu sais qu'il est fragile, et derrière il se pète pour 8 semaines et Paris va pas l'avoir pour la Champions League. Donc s'il faut que Kluivert joue Rennes et peut-être Angers pour être sûr que Niakhaté joue derrière, moi je serais d'avis de faire très très attention, parce que comme a dit Damien, on a un effectif qui est très très court, et à la moindre suspension blessure, on peut se rendre compte qu'on est un peu limite, surtout pour enchaîner les matchs, quoi. Ouais. Greg, pour affronter Rennes, est-ce qu'on peut se passer aisément de Moussa Niakhaté, ou au contraire, tu penses que ça va être difficile de le remplacer et que Kluivert, on va dire le joueur qui est peut-être le plus apte à le remplacer, a peut-être pas encore 100% rassuré et manque de temps de jeu avant d'affronter Rennes? Bah écoute, aisément non, parce que c'est un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale. Maintenant, il n'y aura pas le choix, hein. Il n'y aura pas le choix que de trouver des solutions. Moi, je pense que c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas prendre de risques pour le mettre contre Rennes. Maintenant, ça va dépendre du staff, ça va dépendre de ce qui va se passer. Il y a encore une semaine, on va dire, pour trouver une solution, pour prendre la meilleure décision possible.
Maintenant, forcément, oui, ce sera pas facile. Après, ce sont des footballeurs professionnels, voilà, ils sont aussi on est amené à, entre guillemets, traverser ce genre de choses. Donc, il faudrait que Fonseca trouve une solution. Mais c'est vrai qu'après, non, ce sera pas chose aisée. Maintenant, à voir. Peut-être qu'il y aura un renfort. Peut-être que Fonseca changera son système. J'en sais rien. Ils vont travailler ça dans la semaine. Maintenant, on n'aura pas le choix et on verra ce que Fonseca nous sortira comme idée. Mais bon, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle, ouais. Voilà, donc c'est vrai que cette saison, on part sur un effectif qui est assez restreint du côté de l'OL. On a fait pas mal d'économies, on a compté sur des départs, on va en parler, on en a eu d'autres. Donc oui, il y a ça à prendre en compte. Il y a le bon départ de saison de Moussa Niakhaté qui fait de bonnes choses avec l'OL, ce qui est difficile. Alors Mata, forcément, va prendre le rôle de leader en défense centrale, s'il ne l'a pas déjà d'ailleurs. Et voilà, accompagné de Kluivert. Alors je veux vous rassurer les gars, d'une certaine manière, il y a quelque chose qu'on évoque peu sur Kluivert. Certes, pendant les matchs amicaux, il n'a pas beaucoup joué. Il y a des moments où on a vu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Alors il paraît, les gars, il paraît qu'en Bundesliga, c'est un défenseur qui est très suivi, qui est très apprécié et qui a fait de bonnes saisons et qui a des statistiques plus que correctes. Donc voilà, ça peut être le point positif pour Kluivert et voir ce que ça peut donner si on démarre avec lui le match face au Stade Rennais. Voilà, on va passer au sujet suivant. Patouillet rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite. Un transfert moyennant 342 000 € et qu'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value pour l'OL. Ça faisait déjà quelques jours que les deux parties avaient trouvé un consensus sur le transfert. Et voilà, c'est aujourd'hui que c'est officiel. Mathieu Patouillet portera le maillot de Al Hilal. Alors, du côté de l'OL, c'est vrai que c'était le 4e gardien, donc ça semblait compliqué pour lui. Il sortait de 2 bons prêts du côté de Sochaux qui étaient très intéressants. Et malgré l'arrivée là, de Dominique Greff et de Rémi Descamps, ça l'a pas aidé parce que ces deux-là sont en concurrence pour la première place et qu'il sait qu'il ne jouera pas sous Paulo Fonseca. Donc voilà, il n'a pas accepté de prolonger du côté de l'Olympique Lyonnais parce qu'il paraît qu'on lui a proposé une prolongation. Il lui restait 1 an de contrat. Là, il évoluera avec des joueurs, les gars. Je ne sais pas s'il s'imaginait tout de suite évoluer avec, comme João Cancelo, Darwin Nunez, Malcolm ou encore Ruben Neves. Donc c'est dire. Et il est assuré d'avoir du temps de jeu parce que le numéro 1, Bono, il rejoindra le Maroc pour la CAN. Et donc ça lui laisse une opportunité pour évoluer, on va dire, en numéro 1 le temps de remplacement. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour lui. Je n'avais pas étudié cette possibilité. Donc je pense que même si c'est l'Arabie Saoudite, ça peut être très intéressant pour lui. Et moi je pense que ça deviendra un jour un grand gardien. Et que maintenant aujourd'hui, les joueurs font le chemin inverse, c'est-à-dire ils vont aller directement en Arabie Saoudite. Et puis après, lorsqu'ils ont envie de compétition, ils rejoignent l'Europe. On a l'impression qu'on prend un petit peu cette direction. Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Triste choix pour lui. Bon, il a préféré le portefeuille tout de suite. Après, c'est comme il avait envie. Je pense que son agent y est pour quelque chose aussi. Maintenant, est-ce qu'il a eu aussi beaucoup de propositions pour des clubs européens ? On ne sait pas. Voilà, on savait, on le disait depuis longtemps que Patouillet aimerait bien avoir un rôle important à Lyon, ce qu'on lui a pas donné. Maintenant, est-ce qu'il va avoir un rôle important dans l'équipe, en sachant que Bono, ça reste un très très bon gardien, donc je pense que ça sera difficile à bouger quand même en Arabie Saoudite. Écoute, il a préféré le second choix, être second en Arabie Saoudite. J'espère qu'il aura du temps de jeu. J'espère qu'il se plaira à la vie d'Arabie Saoudite, parce que faut pas oublier que la vie d'Arabie Saoudite, des fois, ça peut être compliqué, surtout quand on n'est pas de là-bas. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui y sont allés et qui sont restés 6 mois et qui ont voulu vite repartir. Ouais. Donc voilà, on lui souhaite tout le bonheur dans sa carrière. Maintenant, je sais pas si c'est le bon choix ou pas pour lui, l'avenir nous le dira. Mais je pense que le portefeuille a été meilleur que le football. Et toi, t'en penses quoi, Guigui, de ce départ ? C'est vrai que après qu'il parte, encore une fois, il est gardien numéro 4. Je veux dire qu'il veuille du temps de jeu, c'est normal. Il est jeune, il veut encore jouer.
Après, est-ce que, je sais pas, aller dans un club peut-être de deuxième division européenne ou aller dans un club qui est champion en Arabie Saoudite, tu sais que pendant la CAN, tu auras ton temps de jeu, tu sais que ton salaire, tu as un salaire, je pense, mirobolant par rapport au fait que tu aies peu d'années pro derrière toi. À voir, je pense que après c'est son choix. Hein. Faut espérer, comme dit, qu'il puisse quand même jouer pendant la CAN. Et comme dit, il joue quand même dans une équipe qui joue le titre. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa comme challenge. Après, il faut voir s'il jouera plus que 5-6 matchs, parce que le Maroc risque quand même d'aller loin. Enfin, a priori sur le papier. Donc écoute, on verra. On a gardé quoi, 20% sur la plus-value, c'est ça? Oui, 20% sur une plus-value. Ok, et voilà, il y aura forcément une plus-value à cette somme-là. Les gars, c'est 340 000 Oui. et c'est 3 400 000 l'achat. Non. C'est 342 000. 342 000 euros, les gars. Donc ouais, on peut être surpris parce que du côté de Sochaux, il a montré quand même de bonnes choses. Vous allez me dire c'est Sochaux, mais ça fait 2 saisons qu'il est ultra régulier. Ouais. Après, on n'a pas eu d'autres rumeurs, d'autres clubs sur lui, il me semble. Après, 20% sur une plus-value, ça veut dire qu'il y aura forcément plus-value en cas de départ, hein, à un moment donné. Oui, bien sûr. Donc plus-value, moi je pense que dans le futur, les gars, à un moment donné, c'est un jeune gardien. Il a quel âge? Il a, je sais plus l'âge exactement, mais dans quelques années, il peut vaudre facilement, je sais pas, entre 20 et 30 millions facilement. 20% sur une plus-value, ça peut faire quoi En restant là-bas. Ça fait 5 millions? Non, ça fait 3 millions? 4 millions? 4 millions, il me semble. En cas de départ, ça peut être intéressant, je veux dire, sur une estimation là. Mais je pense que oui, c'est un gardien qui deviendra un bon gardien un jour, sauf si Damien l'a dit, il est un peu trop focus sur l'argent, qu'il a du mal à s'adapter à la culture, peut-être qu'il n'aura pas de temps de jeu finalement, qu'il va perdre sa place parce que c'est compliqué. On le sait, hein, les joueurs ne s'entraînent pas à la même heure là-bas, c'est un autre rythme de vie. C'est pas facile de faire des siestes sûrement, hein, forte chaleur oblige. Voilà. Greg, t'en penses quoi de ce transfert? J'en pense que l'OL devait le sortir et ils l'ont sorti. Maintenant, après, voilà, il a choisi, entre guillemets, voilà, un projet sportif lié à l'argent. Maintenant, voilà, c'est pour être numéro 2, Bono est pas non plus est plus sur la fin qu'autre chose, hein, Bono. Donc voilà, je crois qu'on dit même Bono. Donc voilà, après, c'est pas dit qu'il sera même numéro 1 derrière lui, mais bon, voilà, il va quand même jouer, comme on a dit, la Ligue des Champions asiatiques, la Saudi Pro League, on va dire, il va jouer le titre. Voilà, il va retrouver aussi des joueurs qu'il connaît, notamment, par exemple, Lacazette, Benrahma, dans le championnat. Donc, même Boulka, je pense qu'il le connaît peut-être de la Ligue 1, j'en sais rien. Donc, voilà, c'est son choix. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais bon. Le problème, c'est que l'OL, je pense, ne lui donnait pas ce qu'il voulait. Et je pense pas qu'il y avait sincèrement beaucoup de clubs qui lui donnaient ce qu'il voulait, à part l'Arabie Saoudite. Donc, il a préféré partir dans ce club-là. On lui souhaite toute la réussite. Moi, 20-30 millions, j'y crois pas du tout, parce qu'en Arabie Saoudite, je pense pas qu'un club aujourd'hui. Enfin, on verra, mais je le souhaite, mais je pense pas qu'un club européen aujourd'hui va mettre 20-30 millions sur un gardien dans le championnat saoudien, malgré tout. Parce que les performances ne sont pas les mêmes. Ne sont pas scrutés de la même manière, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, si on peut faire une plus-value, si on peut récupérer un peu d'argent, puis lui peut, entre guillemets, voilà, mettre sa famille à l'abri, voilà. Enfin, ça se trouve, il va partir 2 ans, il va prendre son argent, et puis dans 2 ans, il est de retour, je sais pas moi, à Lorient, dans un club comme ça, hein, c'est possible. Puis surtout, ça peut être compliqué pour une plus-value dans le sens où en Europe, il n'aura jamais rien prouvé. Oui. Aussi. Donc les clubs, ils vont pas s'identifier à patouiller. Comme tu l'as dit, il peut y avoir un retour rapide en Europe également, on ne sait pas. On peut pas lire la Oui, mais bon, à ce moment-là, il y aura rien. Si par exemple il vient pour 2 millions à Lorient, nous, on se fait filmer, quoi. Je pense. En même temps, il a rien prouvé au niveau vraiment professionnel. On compte pas, on compte pas sur les 20% de patouillé pour passer la DNCG l'été prochain. Non. Ça c'est sûr. Ce sera un bonus. Voilà. Hello Vovo, comment tu vas? Salut. Désolé, j'étais avec un client. Pas de souci. Va falloir être un peu plus constant là les gars, parce que je commence Vous souvent l'émission connaissez, seul avec Damien. Hein. Que Dame connaît très bien aussi, voilà. 16 minutes de retard, c'est 16 € dans la tirelire. Ouais. Non, mais c'est avec un client que vous connaissez très bien, c'est un Lyonnais.
C'était Enzo que j'étais au hôtel, il avait besoin de paramétrer son ordinateur et tout, il l'a reçu aujourd'hui, donc Ok. voilà. Jojo, puisque tu viens d'arriver, il y a également Greg qui arrive un petit peu plus tard. J'ai eu également C'est bon, je me mets un Pierre carton Ménès. jaune. Il a sorti le Je mets un carton carton. jaune. Donc j'ai eu Pierre Ouais. Ménès au téléphone tout à l'heure, il y a Ouais. quelques minutes avant le live, et on confirme qu'il sera présent demain soir. Demain soir, Ça a été ok, reporté, demain. ouais. Ok, je tasserai pas d'être en retard cette fois-ci. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, concernant l'actualité, je continue. Concernant Mamadou Diawara. Alors, lui, pour le moment, le transfert n'est pas acté encore, on est d'accord, il y a un accord, mais c'est pas acté. C'est ça parce que j'ai vu aux dernières informations que l'OL et le club belge du Royal Antwerp ont trouvé un accord pour le prêt payant de Mamadou Diawara. L'OL qui continue d'alléger son effectif, c'est l'objectif. Et désormais, c'est Mamadou Diawara qui devrait quitter l'OL. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 et il a trouvé un accord avec le Royal Antwerp sur la base d'un prêt payant de 250 000 euros. Alors, ils sont 6e en Belgique. Il prendrait en charge l'intégralité de son salaire. C'est un prêt qui se trouve assorti d'une option d'achat de 3 millions d'euros et de 15% à reverser à Lyon sur la plus-value à une éventuelle revente. Il reste encore quelques détails apparemment à régler, mais ça devrait se faire. La visite médicale était programmée hier et la signature devait avoir lieu aujourd'hui. Donc, j'ai pas eu encore de nouvelles. En tout Mais cas, là, le mercato normalement, belge Olivier, ne ferme que le 8 visite septembre, médicale, donc c'est aujourd'hui même. Ouais, Greg, tu m'as dit quoi? L'idée, la dernière nouvelle, c'est que les nouvelles, c'est qu'il a bien réussi sa visite médicale et qu'il Ouais. a signé son contrat. Hein. Donc ça va le faire. Ah, Il a signé? C'est bon? Il est en Russie, Greg. Ouais, Je pense que c'est demain, ne mais capte plus trop, Greg. Ouais. Ah, c'est la guerre chez toi? On t'entend par cette intermittence. connexion, c'est une Ouais. catastrophe. Oh, je suis désolé. C'est pas grave, ça reviendra peut-être. Voilà, donc sur ce transfert là de Mamadou Diawara, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça, Damien? Bonne continuation. Non, mais je sais pas, voilà, on savait que Diawara, ça fait longtemps qu'il est presque plus dans les plans des entraîneurs qui sont arrivés à Lyon. Pourtant, il y en a eu beaucoup qui sont passés déjà. Je crois que c'est un peu Laurent Blanc qui le faisait un peu jouer à l'époque avec un peu Nancy. Voilà, ils ont misé sur lui, il est arrivé du PSG. Du coup, je pense que voilà, il s'est pas imposé, donc voilà, il est vendu. Bonne continuation, et on espère qu'il réussira aussi dans sa carrière, quoi. Guigui, sur cette opération-là? Comme Damien, c'est un joueur qui n'était pas du tout dans les plans de Fonseca. On le prête pour qu'il ait un peu de temps de jeu. On économise un petit salaire et même pour la gestion du groupe, je pense que c'est un peu plus simple pour Fonseca aussi. Donc oui, s'il peut retrouver du temps de jeu en Belgique et lancer entre guillemets un peu sa carrière, oui, tant mieux pour lui. Hein, écoute, hein. C'est l'objectif d'un prêt quand même, c'est que le mec joue davantage que chez nous. Ouais. Et puis Greg, sur le transfert de Mamadou Diawara? Bah, vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas du tout? Ouais, on a entendu. Bah non, on a entendu par morceaux, ça capte pas trop chez toi là. Ah, bah j'ai dit que les dernières nouvelles, c'est que il a réussi sa visite médicale et qu'il a déjà signé son contrat et ça va être officiel ce soir ou demain, quoi. Donc ça va se faire en tout cas. C'est ça que j'ai dit. Moi je trouve que c'est un gâchis parce que c'est un joueur qui moi me plaisait. Du peu de matchs qu'il a joué, je le trouvais qui était intéressant. C'est un jeu de joueur, hein. Je crois qu'il a que 20 ans. Je pense sincèrement qu'il aurait pu faire mieux, un peu comme Le Penant. Mais bon, j'ai l'impression que l'OL fait tout, entre guillemets, pour faire table rase du passé. C'est-à-dire que les anciens joueurs arrivés sous John Textor, ou même avant, ils font tout pour les sortir. Voilà, c'est leur stratégie. Diawara aussi, c'est pas niveau comportement, on sait que c'est pas le plus, on va dire, sérieux. Donc voilà. Non, moi j'aurais bien aimé le voir. Je vais le surveiller en Belgique s'il joue, parce que si c'est quelqu'un qui joue et qui est un peu sérieux, je pense que ça peut être un bon milieu de terrain maintenant. Bonne chance à lui et on verra, hein, parce que ça se trouve, on le retrouvera dans un an. Hein. S'il fait un mauvais prêt, l'option d'achat sera pas levée.
Donc on verra bien, mais en tout cas, moi j'aurais J'aime bien bien aimé ta le voir un peu comparaison avec le cas Le Penant. Moi, dans ma tête, je peux m'empêcher de relier les deux. En fait, Diawara et Le Penant, j'y pense souvent. C'est des joueurs qui ont joué à peu près dans la même période hein, à l'OL, qui ont été lancés Et là. moi, c'est Donc, surtout que je trouve que en fait, ça se voit comme le Drosh. En fait, tout ce qui a été fait avant John Textor ou même pendant John Textor, le club est en train de tout mettre fin, quoi. C'est-à-dire que Kumbedi, au revoir. Diawara, au revoir. Donc j'ai l'impression, tu vois, que tout. Alors, Niakate est encore là, Mangala, tout ça, mais j'ai l'impression, tu vois, que tout ce qu'ils ont fait, voilà, le club est en train de se dire, bah voilà, on a l'événement a été tellement tragique pour tout le monde, voilà, notamment Gerlinger, tout ça, on sort tout ce qui a été fait avant, comme ça, on repart d'une feuille blanche, tu vois. Donc, j'ai Comme nos l'impression un peu, finances. c'est ça avec tous les transferts. Comme nos finances. ouais. Et puis Jojo qui n'a pas pu s'exprimer sur cette opération, voilà. Alors moi je vais te dire, hein, pour que tu puisses un peu aussi commenter ça sur Diawara, c'est vrai que la communauté lyonnaise, elle a quand même bien bifurqué. Parce que pendant un certain temps, on s'est dit que Diawara, lorsqu'il jouait, on s'est dit ouais, il faut absolument le continuer à le faire jouer. On aime beaucoup ce joueur-là, on te fait confiance, on voit beaucoup les commentaires sous ses posts d'où soutien, il y en a quand même bien plus, allez 80% de soutien. Il y a un an que de commentaires négatifs. C'est vraiment un joueur qui était apprécié. C'est un joueur qui avait besoin d'apprendre tactiquement, qui n'était pas au point encore, mais qui apportait de l'impulsion dans le jeu lyonnais. Et voilà, ces derniers temps, c'est vraiment voilà, c'est la chute libre. Alors là, au niveau réputation, presque plus personne n'a envie d'en entendre parler. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire de ça? C'est dommage. Voilà, encore, comme d'habitude, encore un joueur qui est jeune, qui part de Lyon. C'est dommage. Après, comme les collègues ont dit, voilà, Laurent Blanc, il l'avait fait jouer et tout. Mais pour moi, quand Diawara il rentrait, la seule bonne prestation que je retiens de Diawara, c'était contre Lorient, où on avait fait 3-3. Il avait fait une bonne entrée, mais le problème, c'est que on a des coachs qui font jouer des joueurs, mais qui les laissent pas jouer dans la continuité. Et c'est comme ça qu'aussi que un joueur comme Diawara, que lui, il a envie de jouer, bah, c'est sûr que quand tu as une offre de Royal Antwerp, bah, il réfléchit pas 2 secondes, puis voilà, il accepte tout de suite. Mais voilà, c'est encore un gâchis. Pour moi, il aurait pu percer à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, c'est les choix de Fonseca aussi. Hein. Voilà, on a des joueurs aussi talentueux devant que Diawara. Maintenant, voilà, c'est un prêt. J'espère qu'il fera une bonne saison avec Royal Antwerp et que pourquoi pas. Voilà, hein. De toute façon, s'il est bon, le Royal Antwerp, ils vont lever l'option d'achat. Ouais. On va aller à l'un des cas principaux autour de l'actualité lyonnaise, c'est le retour de Rachid Ghezal du côté de l'Olympique lyonnais. C'est vraiment la grosse surprise. Donc il a 33 ans, Rachid Ghezal. Il a signé pour 1 an plus une année en option. Il est libre hein, depuis la fin de son contrat avec Rizesport. Il revient en France 7 ans après être parti. Voilà, donc il rejoint son club formateur. C'est un joueur qui est apprécié aussi hein, de la communauté lyonnaise. Il a choisi le numéro 18. Il s'est exprimé sur le fait qu'il ait choisi ce numéro. Il l'avait déjà eu dans sa carrière à la Fiorentina. Il l'a eu pendant longtemps à Beşiktaş. Il l'aimait bien déjà sur Bafé Gomis. C'était un peu comme son grand frère qui était à l'OL. Donc c'est un clin d'œil à tout ça. Voilà ce qu'il dit. Donc Rachid Ghezal, sur son arrivée à l'Olympique lyonnais, moi j'avoue, j'ai pas compris tout de suite pourquoi on faisait cette opération. On va dire que j'ai pris ça un petit peu comme une blague au départ. C'est-à-dire, certes, il était apprécié, mais aujourd'hui, un joueur de 33 ans qui manque de temps de jeu, voilà, je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Le faire revenir à l'Olympique lyonnais, est-ce que pouvait pas y avoir un joueur plus intéressant? Je sais pas ce qu'il touche comme salaire. Je sais que le mercato est un peu limité côté lyonnais. Je pensais qu'on avait fini un petit peu avec le fait de faire revenir d'anciens lyonnais à l'OL. S'il se trouve que c'est encore le cas. Est-ce que Rachid Ghezal peut apporter encore du côté de l'OL? Pour moi, ok, il peut s'imposer sur le côté droit parce que tu as Karabec et pour moi, je ne suis pas encore convaincu du joueur là, donc ça peut être une concurrence. Il peut apporter aussi de son expérience, mais je ne suis pas sûr que c'est le joueur qui
qu'il y aura forcément les bons discours dans le vestiaire? Je sais pas du tout. Alors c'est pas un footeur de merde, hein, mais c'est un joueur qui est professionnel, mais je sais pas si c'est vraiment celui dont on avait besoin à ce moment-là. Voilà, alors oui, du côté de l'Olympique Lyonnais, il a fait des bons matchs, il a apporté de belles choses. D'ailleurs, on va le réécouter un petit peu par rapport à ses souvenirs là tout à l'heure. Les gars, voilà, sur cette opération, je suis un petit peu dubitatif. J'espère qu'elle revient pas trop cher à l'Olympique Lyonnais parce qu'on n'a pas trop eu les chiffres. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Qu'est-ce que j'en pense? Jojo, je sais pas si ce week-end, quand on est allé au match, en rigolant, on n'en a pas parlé de dire que si Rachid Ghezzal devait revenir ou pas. Je sais pas si on a pas eu un petit débat là-dessus. Si, je crois que si, Dame. Donc, Imagine-toi un ancien Lyonnais qui revient. ouais, bah, on parlait de Rachid Ghezzal et en rigolant, bah, du coup, ça s'est fait. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Comme tu as dit, Olivier, on ne connaît pas sa forme. Donc, à l'instant T, je pourrais pas te dire qu'est-ce que j'en pense. Maintenant, je crois que c'est la première fois que je vois au club qu'on va, si je dis pas de conneries, hein, si Greg peut me confirmer, mais normalement, son contrat est lié aux performances qu'il va faire en match ou un truc comme ça. Hein. Je sais même pas s'il va avoir un salaire fixé. Je crois que c'est plus à base de primes, si je dis pas de bêtises. C'est lié aux performances du joueur. Donc, il a tout intérêt à jouer dans l'équipe. Après, voilà, Rachid Ghezzal, moi, ce que je me souviens de lui, c'est une belle patte gauche. Hein, s'il nous met 2-3 buts comme il en mettait, moi, je me souviens du premier match au Groupama Stadium face à 3, son enroulé dans la lucarne. Voilà, c'est une belle patte gauche. Maintenant, physiquement, est-ce qu'il va réussir à tenir la cadence? Ça sera à lui encore lui, il a tout à gagner parce qu'il revient à Lyon et comme il a dit, il a envie de jouer au Groupama, il avait envie de revenir au Groupama Stadium jouer. Donc voilà, ça sera à lui de montrer ses performances. Maintenant, comme je dis, les gars, je pense qu'il va falloir être très indulgent sur lui, même s'il rentre n'importe quoi 20 minutes et que c'est une catastrophe. Moi, j'aurais même pas envie de le noter sur chaque match parce que j'espère me tromper, mais je pense qu'il a pas le niveau, il a plus le niveau pour évoluer à l'Olympique Lyonnais. Je pense que le club l'a pris en tant qu'ailier droit et surtout pour gérer un peu les jeunes aussi, et il connaît le club. Bon, voilà, bienvenue à la maison, Rachid. On espère que tu performeras et que voilà, que ça se passera bien. Juste avant qu'on demande le reste des avis des consultants, c'est marrant parce que tu as cité des souvenirs en commun que Ghezzal avait cité sur la chaîne Olympique Lyonnais également. On va revoir ça ensemble. Forcément, la première fois, on se souvient toujours, le premier but à Gerland. J'ai eu la chance de pouvoir marquer dans les deux stades. C'est quelque chose d'incroyable. Donc mes débuts, le premier but à Gerland où il neigeait contre Lorient, il y avait Lisandro Lopez, il y avait Baffé, il y avait tous ces anciens qui m'ont montré la voie. Et puis aussi après mon premier but pour le match d'inauguration contre Troyes, c'était un moment important pour moi. Je me rappelle aussi d'un soir aussi contre Monaco où on fait un super résultat. Le 6-1. Le 6-1. Ambiance de fou. Selon moi, ça a été, de ce que j'ai vécu, ça a été l'une des meilleures ambiances au stade ce soir-là. Mieux que la Roma encore? La Roma, c'était pas mal aussi. Ah, c'était pas mal. Mais... Toi, je te mets le doute. Hein. Mais non, je préfère quand même contre Monaco. C'était Monaco. J'ai eu Alex Lacazette ce matin au téléphone et il me dit mais je savais pas que Rachid revient, mais c'est génial, je suis trop content. Ouais. Voilà donc sur son passage et ses meilleurs souvenirs, Guigui. T'es d'accord avec Damien et le joueur, ça devait être incroyable, c'était les moments pour lui dans sa carrière qui étaient certainement les plus marquants. Oui, je pense. Maintenant, comme tu l'as dit, quand j'ai vu la news qui est sortie vendredi après, en sortant du table, j'ai cru quand même que c'était à moitié une blague. Je voyais des gens qui mettaient les stats de Rachid Ghezzal, on s'en fout. Jusqu'à que je comprenne qu'il venait officiellement. Comme dit Damien, j'ai aucune idée de son niveau physique à 33 ans. C'est sûr que quand tu espérais un ailier droit titulaire, qu'on parlait de Buonanotte et que tu te retrouves après le mercato à choper Ghezzal, bon, tu comprends que ta cible numéro 1, tu l'as raté et c'est ta cible numéro 5 ou 6, faut être clair. Maintenant, il est là pour jouer 20 minutes en fin de match et sur les semaines à 3 matchs, faire souffler Karabec un petit peu à droite. Je sais pas si jamais il faut qu'il aille un peu dans l'axe.
Je sais pas s'il tirait, j'ai plus de souvenirs s'il tapait correctement les coups de pied arrêtés ou pas. Comme a dit Damien, s'il nous met 3 frappes dans la saison, écoute, je pense qu'on sera content. Il sait qu'il vient pour être remplaçant, donc a priori en termes de mentalité, c'est que ça doit coller. Écoute, on va espérer qu'il, entre guillemets, fasse le job un peu quand il rentre. Il n'est pas amené à être titulaire. Hein. Notre saison ne doit pas dépendre de sa forme à lui. Hein. Sinon, c'est qu'on a raté quelque chose avant. Donc, s'il vient avec une bonne mentalité, écoute, on va l'espérer. Et j'allais dire sur la mentalité des joueurs, je pense qu'on s'est peut-être pas trop trompé pour l'instant sur ce mercato. Les interviews que j'ai vues, les mecs avaient l'air, je sais pas, sympa. Enfin, il y avait un truc, je trouve, qui passait quand ils faisaient l'interview. Donc, s'il vient avec la bonne mentalité pour le vestiaire, comme a dit Damien, il doit avoir un tout petit salaire et des primes, donc c'est pas lui qui va nous mettre en danger financièrement. Comme dit, bon retour et s'il peut apporter quelques trucs sur 15 minutes de temps en temps, ben, on prend. Ça mettra peut-être un peu de temps à ce qu'il se remette en forme physiquement par contre. Ouais, pour en parler à Greg justement, donc j'ai écouté l'interview en entier, je sais pas si ça a été également le cas pour toi. Donc il y a sa famille qui habite toujours pas loin du stade, donc il passe régulièrement devant ce stade-là, il a dit. Et c'est une vraie surprise pour sa famille qui avait vraiment envie qu'il revienne là. Pour sa maman, qui l'a pris au premier degré, un peu comme une blague au départ, jusqu'à ce qu'il allait la rejoindre après l'interview pour bien lui expliquer que c'est bien réel. Donc voilà, Rachid Ghezal vers ses origines, est-ce que c'est une bonne chose comme fin de carrière, on peut dire? Je ne sais pas si on peut le dire. Déjà, avant tout, ça y est, c'est officiel pour Mahamadou Diawara. Donc le club vient de l'officialiser même sur son site. Donc prêt de 250 000 euros, option d'achat fixée à 3 millions d'euros et un intéressement de 20% comme Patouillet sur une éventuelle revente. Okay. Enfin, une éventuelle plus-value, pardon, plus-value. Donc voilà, donc Diawara jouera donc en Belgique cette saison. Voilà. Pour Rachid Ghezal, en fait, oui, c'est pas le meilleur choix, mais en fait, il nous fallait cet ailier droit, tout le monde l'a dit. Même Mathieu Louis-Jean l'a avoué à demi-mot qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher cet ailier droit. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup trop focalisés sur Buonanotte. Avec l'accord du joueur, ils se sont dit on va essayer absolument, quitte à perdre du temps, sauf que encore une fois, on ne fait pas confiance, il ne faut pas faire confiance aux Anglais, surtout dans le football. Hein. Voilà. Et donc, je pense qu'ils avaient, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Entre la pression médiatique, je pense que Fonseca voulait aussi son ailier droit, ils sont allés chercher quelqu'un qui connaissait la maison. Alors oui, sportivement, c'est peut-être pas, il va pas t'apporter une plus-value de dingue. Hein, voilà. Il sort quand même une saison, je crois, 25 matchs et 4 buts. En Super League, c'est pas si mal que ça. Avec un club Rizespor qui est pas non plus un des 4-5 gros clubs du championnat. Voilà, je m'attends pas à ce qu'il révolutionne notre jeu, mais il peut aider, il connaît le championnat, il y aura pas de temps d'adaptation pour lui, en plus ça lui fait plaisir de revenir. Tout a été décidé avec le coach et le staff. Donc moi je suis plutôt satisfait, voilà, au moins ça fait au-delà d'apporter quelque chose qualitativement, il apporte quelque chose quantitativement et c'était quelque chose dont on avait besoin. Voilà. Il comble un trou, quoi. Oui. Il comble un trou qui était manquant. Voilà, il comble un trou. Mais après, c'est pas non plus un mauvais joueur. Et techniquement, ça a toujours été propre avec le ballon. Pied gauche. Non, c'est physiquement, mais on va voir ce qu'il va donner. Donc voilà. Puis lui, il a rien à perdre. Hein. Il va tout donner, c'est ça le principal. Ouais. Jojo, je peux voir notamment en commentaire Rachid Ghezal peut tirer les coups francs. Donc c'est vrai qu'on a eu des soucis un petit peu sur les coups de pied arrêtés, certains centres. Voilà, on peut faire mieux encore dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Est-ce qu'il pourrait être numéro 1 au poste d'ailier droit cette saison? Non. Pour moi, Ghezal, il était allé récupérer par l'Olympique Lyonnais. À mon avis, c'est pour pallier l'absence de Noama. Voilà, Karabec, il vient d'arriver, c'est pas son poste. Ghezal, c'est vraiment un ailier droit, voilà, son vrai poste, quoi. Maintenant, faut pas oublier que les finances de l'OL ne permettent pas non plus d'aller chercher des joueurs top. Voilà. On avait un trou, c'était l'ailier droit, on l'a. Maintenant, Ghezal peut-être, il a pas fait, c'est pas non plus un top joueur et tout,
Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'il nous fasse un même retour comme Tolisso, comme la Casette. Donc voilà, on verra. Maintenant, il y a aussi Tolisso aussi qui a forcé aussi l'arrivée de Ghezal aussi. Tolisso, il l'a eu au téléphone avec la veille quand il revient. Donc voilà, donc ça c'est une information que j'ai eue par le biais de quelqu'un. Il est sur TikTok. Donc voilà, moi je suis content quand même d'un retour de Rachid Ghezal parce qu'il faut se rappeler aussi la façon comment il est parti. Donc je pense qu'il a une revanche aussi à prendre. Donc voilà, maintenant comme Dami l'a dit, je ne jugerai pas parce que c'est un joueur qui a 33 ans. Il est là, c'est pour aider l'équipe. Qui sait, voilà, affaire à suivre. Qui sait, mais voilà. Maintenant, on verra qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. C'est le terrain. C'est ça. Voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas détaillé un petit peu le profil du joueur, donc c'est un joueur qui reste très technique, plutôt lent, mais qui est capable de dribbler, de s'en sortir grâce à sa grande technique, et pour le reste, ça peut être un peu plus compliqué. Il est capable également de marquer avec son pied gauche des buts, sans exagérer, parfois incroyables. Il y a des buts, j'en ai vu quelques-uns encore, je me suis dit, ah ouais, faut vraiment le faire. Parfois, il est capable d'enrouler, ou autant lâcher une frappe sèche. Il sait faire vraiment les deux, donc ça fait plaisir de voir également un gaucher dans l'équipe. Je ne sais pas si on en a beaucoup des gauchers offensivement. Karabec. Noama gaucher. Hein. Non, mais pour l'instant, Noama, il est plus là. Oui. Ouais. Les gars, ça va passer vite, mais vous verrez que Noama, il va faire son. Il y a Karabech aussi, gaucher Karabech. Oui, Karabech, ouais. Mais à l'instant T, t'as Karabech, t'as Gliafico. Abner, ouais. Bah, offensivement, t'as que Karabech. Hein. Ouais. Oui, offensivement, oui. Mais Noama, si vous calculez bien, novembre-décembre, il est de retour. Hein. Oui, mais il va falloir aussi faire attention à Noama, il va revenir en athlétisation. Ouais, il va avoir la peur de se blesser. Hein. Ouais, mais même, voilà, il va revenir petit à petit, quoi. On va pas le mettre sur 90 minutes tous les matchs. Ah bah non. Ouais. Voilà, on en vient au sujet suivant, donc les hommages de Jean-Michel Aulas pour Memphis Depay. Jean-Michel Aulas, depuis qu'il a appris que Memphis Depay est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas avec 52 buts devant un très grand joueur qui est Robin van Persie. Il a félicité son ancien joueur, du coup Jean-Michel Aulas. Les stats de Memphis Depay, là, pour ceux qui ont suivi, 178 matchs du côté de l'Olympique Lyonnais. Combien de buts 51 buts. Ah non, mais à Lyon ou aux Pays-Bas? Compétition confondue. Ah, j'ai aux Pays-Bas, moi. Je sais pas, elle a dû mettre 58 buts, 59 76. À Lyon? À Lyon? Je dirais 76. Moi, j'ai à 59, 60. 64. Et Greg? 69, allez, représente. Voilà. 76, c'est Guigui qui avait la bonne réponse. Pile poil. 74, il a dit Guigui. Ouais. Donc voilà, c'est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas en inscrivant 2 buts contre la Lituanie lors de la victoire 3-2. Donc Jean-Michel Aulas a dit: Memphis, tu rentres dans l'histoire de ton pays. Il a posté un post sur X. Tu es une légende, un homme avec des valeurs importantes. Tu as aussi marqué le cœur des Lyonnais pour toujours. Et du coup, le joueur lui a répondu: mon président préféré. Donc, on le rappelle que lui, il y a des supporters lyonnais qui espéraient encore son arrivée. On ne sait jamais, peut-être un jour, je ne sais pas. Son contrat, en tout cas, au Brésil, court jusqu'en décembre 2026. Et voilà, donc je pense qu'on va un petit peu parler de ce joueur-là. Pendant ce temps, je vais vous projeter également des buts de Memphis Depay du côté de l'Olympique Lyonnais, ça vous occupera. Et on pourra un petit peu en débattre. J'ai quelques petites questions, notamment sur ce joueur-là. Donc déjà, la chose sur laquelle je voulais venir, c'est que Memphis Depay, forcément, c'était un pari pour l'Olympique Lyonnais. C'était un joueur très très fort, on le savait, mais bon, il manquait un petit peu de discipline du côté de Manchester United, où il ne s'entendait pas avec José Mourinho. Il avait été laissé de côté. Il avait besoin d'apprendre. Il y a eu notamment au début de sa carrière pas mal de bagarres avec des coéquipiers. Donc c'était pas forcément le joueur exemplaire. Il semblait un petit peu, on va dire, effronté dans la provocation. Et un peu à l'image de Neymar, j'ai envie de dire, sauf que ce joueur-là a aussi un gros vécu, et que c'est aussi ça qui a fait qu'il était tel qu'il était.
mais il avait un talent qui était vraiment incroyable, qu'il a su mettre en avant au fur et à mesure du temps. Il a été travailleur du côté de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça a resté une mentalité de star, mais il a fait les efforts et ça a été un des joueurs préférés passés par l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'il est resté pas mal de saisons, parce que les supporters lui ont donné beaucoup d'amour. Voilà, donc Memphis Depay, ouais, allez, il doit faire partie top 10, top 15 de mes joueurs préférés du côté de l'OL. Damien, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire déjà sur son passage du côté de l'Olympique Lyonnais, et peut-être même si tu as envie de dire par rapport à sa sélection et son record, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, en sélection, je regarde pas trop les Pays-Bas, voilà. Mais non, c'est un très bon pari de Jean-Michel Aulas quand même. Hein. Le soir, je me rappelle, la photo de présentation, elle est au Groupama Stadium de nuit, avec le Groupama Stadium un peu terminé. Bon passage à l'OL, bien sûr, il nous a fait du bien. Surtout que c'est un joueur imprévisible. Là, les buts qu'il met, voilà, moi j'ai le souvenir, j'y étais, hein, j'étais au virage nord face au PSG, voilà, dernière minute, une frappe monstrueuse dans la lucarne. Voilà, c'est un joueur imprévisible, il a marqué 2-3 buts du milieu de terrain. C'est un joueur qui nous a fait du bien. Maintenant, je le classerai pas dans les 5 top joueurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Non. Moi qui ai connu les 7 titres d'affilée, il y a des joueurs qui m'ont bien plus fait plaisir. Mais voilà, c'est un pari gagnant d'Aulas. Il nous a fait du bien. Honnêtement, si à l'heure d'aujourd'hui on me dit que tu reprends Memphis Depay pour être en doublure de Satriano ou faire... Franchement, je pense que je serais pour à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est un bon passage. Ouais, sauf que le joueur accepterait pas forcément d'être une doublure déjà. Oui. Et je pense qu'il pourrait s'imposer même comme numéro 1 encore une année peut-être s'il arrive à se concurrencer avec. Et tu vois, je pense vraiment que la cellule de recrutement a peut-être pensé, et peut-être que je me trompe, mais je pense que Fonseca n'est pas trop d'accord parce que je pense qu'il rentrerait pas dans le collectif de l'effectif par rapport à son mental. Je suis pas sûr qu'il ferait du bien. Ouais. Guigui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joueur-là? Bon, il a quand même fait un sacré passage chez nous. Hein. Il a mis des stats. J'ai souvenir de saison à, je crois, 17 buts et 10 passes en Ligue 1. C'est quand même pas mal pour un joueur qui ne joue pas au PSG. Il y en a pas beaucoup qui le font. Il a mis sa Panenka contre la Juve en 8e de finale retour. Il fallait quand même aussi le faire hein, sur le péno. Non, son passage à l'OL, partir certes libre, si je dis pas de conneries, mais de partir à Barcelone. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même dans sa carrière. Il était à Manchester. Ouais, Barcelone avec lequel il a marqué 13 buts. Ouais, il avait fait des bons débuts. Et avec la sélection néerlandaise, je veux dire, il arrive à être quand même meilleur buteur, alors qu'à une époque, les Pays-Bas, enfin, je veux dire, il n'a pas non plus que des top joueurs. Il a eu des bons joueurs, mais il pas toujours. Les Pays-Bas, ouais, par moment. Voilà, et parfois, hier, ou je sais plus quand, il met encore un doublé ou un triplé pour les sortir du piège. Franchement, alors après, il est peut-être particulier à gérer, mais il a quand même un sacré talent de footballeur, ça c'est sûr. Et nous, on a eu un très bon, un vrai bon Memphis Depay à l'Olympique Lyonnais. Durant les années qu'il a passées, franchement, c'était un vrai bon joueur et on était bien content de l'avoir en pointe. C'était pour moi le top joueur de l'équipe en termes de talent et de leader offensif. Pour moi, c'était quand même souvent lui. Ouais. Greg, voilà. Memphis Depay, c'est encore un joueur qui à l'heure actuelle est trop cher pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que aux dernières nouvelles, il y avait des contacts ou pas? Est-ce qu'il y avait même des discussions entre l'Olympique Lyonnais et le joueur? Non, je pense pas qu'il y ait eu des discussions. C'est juste quelqu'un qui a, je sais pas qui, mais qui a vu que Memphis aurait été en contact avec 3 clubs européens et puis il s'est affolé sur Lyon. Mais il n'y a jamais eu de discussion. Si on pouvait pas faire Zegrova, financièrement, je vois pas comment on aurait pu faire Memphis, parce que pour moi, ce sont les deux mêmes styles de joueurs en termes de, je pense, de caractère et un peu d'ambition, on va dire, financière. Voilà, des joueurs qui aiment bien se faire remarquer un petit peu, voilà, mais qui ont beaucoup de talent. Donc non, je pense qu'il a jamais été question. Même pour lui, je pense pas que ça a été question non plus de revenir. Moi, je pense qu'il finira, à la limite, il finira aux Pays-Bas où tout a commencé, je pense. Mais en tout cas, non, pour moi, ça n'a jamais été question de ce que je sais, quoi. Maintenant, au-delà de ça, ouais, c'est un joueur. Pour moi, Memphis, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Il n'y a pas genre de juste milieu. Donc moi, j'adore, parce que j'aime bien ses frasques, son lion, enfin tout ça, je trouve que ça.
ça étoffe le personnage. Puis il a mis des buts de fou, voilà. Pour Mais petite en info, tout hein, cas, ceux qui ouais, ne ça savent aurait pas, été- Satriano a aussi un lion tatoué sur lui. Il en a plusieurs. Il en a même 2. Il y en a même plusieurs. On souhaite Lui, la même réussite. Satriano, c'est le roi lion. Lui, il a toute la famille, lui. Il a toute la panoplie. Ah. Donc voilà, non, mais Memphis, c'était quelqu'un vraiment qui aimait ses ambiances. Moi, je me souviens de. C'est pas son plus beau but, mais quand il s'ouvre l'arcade au Vélodrome et qu'il nous montre donc son fameux lion là, où il fait exploser le Vélodrome, il climatise le Vélodrome. À dernière seconde, ça, c'est des émotions. J'étais pas au stade, mais j'étais devant ma télé. Et ça, c'est des émotions hallucinantes, quoi. Et c'est grâce à des joueurs comme ça que tu as des émotions comme ça, ouais. Est-ce que vous vous souvenez également, j'ai demandé aussi à vous, est-ce que tu te souviens de la vidéo de Memphis Depay après la victoire 3-0 face à l'Olympique de Marseille, où il chante dans le tram, ou dans le train, je sais plus, ouais c'est dans le tram il me semble, il chante avec ses coéquipiers, il crée une musique et il fait Lyon 3, Marseille 0, et il se moque et tout, il fait une musique. Ouais, ça date, c'est vieux. Ouais, il fait du Je rap. me rappelle. Oui. Après, voilà, mais moi, je reviens quand même sur un jour, sur Memphis Depay. Moi, il y a un truc où je lui en voulais à Memphis Depay, c'est pendant les périodes mercato, il était pas top. Il était pas top à chaque fois quand, voilà, on se rappelle, il y avait 2 mercato, c'était mouvementé, il devait peut-être rejoindre le Barcelone avec l'ancien entraîneur du Pays-Bas, tout ça. Il voulait aller au Barça, ça s'est pas fait. Donc on voyait qu'il il était vraiment dans un autre monde et tout. Mais moi, Memphis Depay, pour moi, c'est... Je veux pas dire que ça... Pour moi, c'est pas un top 10. Mais pour moi, il rentre largement dans le top 15 des joueurs qui est passé par Lyon. Mais voilà, Memphis Depay, pour moi, il a mis des top buts. Il a mis des magnifiques buts, des buts au bon moment aussi. Je me rappellerai aussi, on n'en parle pas assez aussi, du but qu'il a mis contre Toulouse à la dernière seconde, où il y avait 2-2, il dribble la défense à lui tout seul, et puis il met une frappe croisée. La frappe que contre le Paris Saint-Germain aussi, j'étais au stade, j'étais fou. Il y avait mon collègue, c'était un Parisien, il était fou. Je lui dis, tu vois le but de Memphis? Il me dit, non, je te crois pas. Bah, je dis, regarde, hop, dedans. Donc, ouais, c'était fou. Donc, voilà, Memphis Depay, et puis les coups francs qu'il avait mis contre Guingamp aussi, celui-là. Ah non, bah, après, voilà. Après, s'il revient à Lyon, moi, je serais OP pour qu'il revienne à Lyon, parce que c'est un joueur qui pourrait faire énormément du bien pour apporter son expérience et tout, parce qu'il faut pas oublier que, quand même, que, là, il est allé le chercher alors qu'il était très très faible quand même à Manchester United. José Mourinho le voulait pas. Donc voilà. Mais voilà, c'est du passé maintenant. Vous parlez présent. Pourtant, j'ai une anecdote sur lui. Je me rappelle, Manchester était en barrage de Ligue des Champions. Et c'est lui qui qualifie Manchester United avec un but super contre Bruges, il me semble. Il avait fait un match de folie. Je me rappelle, c'était sur Canal. Et les commentateurs ont dit ce joueur va être un phénomène à Manchester, je me rappellerai toujours. Et je crois que c'était Stéphane Guy au commentaire. Ah, il avait bien démarré de mémoire. Enfin, plutôt bien démarré. Ouais, en trombe, ouais. Allez, on va clore ce débat et petite information, un petit détail pour la confrontation, notamment face au Stade Rennais à venir. Ce sera Rudy Buquet qui va arbitrer ce match-là. La dernière, justement, où il a arbitré face à l'OL, c'était le 15 décembre 2023 sur cette affiche. Non, c'était face à Monaco, une victoire lyonnaise 1-0 au stade Louis II. Donc voilà, il sera assisté de Dicham Zakrani et d'Aurélien Berthomieux. L'arbitre remplaçant sera Michael Lesage et les assistants à la VAR seront Stéphanie Frappard, la chérie d'Adil et Yann Flamand. Voilà sur ces informations. Donc le match face au Stade Rennais, ça va être une confrontation qui va être difficile. Le Stade Rennais n'est pas non plus dans la forme de sa vie, mais je pense que voilà, ça a toujours été compliqué au Roison Park. Je me souviens de lourdes défaites. Et ça a été un petit peu sur les dernières années, peut-être sur les 10-15 ans, sur les 15 ans qui sont passés, c'est peut-être même une bête noire de l'Olympique Lyonnais. C'est top 3 bête noire facile, je pense. Voilà, en tout cas, ça va être un match compliqué, mais un match très intéressant. Un nouveau défi pour l'Olympique Lyonnais. On l'espère avec Moussa Niakhaté, même si je pense que ça va être un peu limite. D'ailleurs, si Moussa est à 80%, il ne faudrait pas le faire jouer, je pense. Damien ? Non, il faudrait pas le faire jouer. Ouais, c'est compliqué à Rennes. Et là, j'ai juste une petite info en complément. Il y a la République tchèque qui joue en amical ce soir, leur dernier match. Ils ont joué qu'un match de qualif du monde.
Là, il joue contre l'Arabie Saoudite. Karabec est rentré à la mi-temps et Souk est rentré à la 64e minute. Voilà. Pourvu qu'il ne se blesse pas. Ouais. Voilà, Guigui, cette affiche là, Stade Rennais Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah écoute, j'ai des souvenirs qu'on les jouait souvent le dimanche à 17h et qu'on en prenait 3 ou 4. Du moins chez eux, j'ai souvenir qu'on a pris un nombre de tôles là-bas, des triplés de John Utaka, enfin des trucs lunaires, mais on a pris pas mal de tôles. Maintenant, écoute, ils ont pas fait un début de saison énorme non plus. Ils ont pris souvent des rouges. Je crois qu'ils ont quelques blessés en défense. Je sais pas, ils ont des incertains en tout cas pour dimanche eux aussi. Mais ils ont recruté Le Paul notamment et je crois un autre attaquant. Donc offensivement, ils sont peut-être plutôt chauds, surtout sinon on n'a pas Niakaté et que les mecs reviennent un peu tard. Maintenant, écoute, ce sera peut-être la première de Greif. Nous, on est quand même sur une série assez incroyable. Enfin, oui, de 3 victoires, on n'a pas pris de but. Écoute, si on arrive à prendre au moins, si on prend 3 points, c'est exceptionnel, mais si on prend même ne serait-ce qu'un point là-bas, c'est peut-être pas forcément déconnant. Les matchs de retour de sélection sont parfois un peu bizarres. Donc, ouais, match compliqué, mais écoute, faudra aller là-bas et faire mieux que l'an dernier où on en avait pris 3. Donc, on va essayer de faire mieux et ramener au moins un point de Rennes. Ça serait déjà pas mal. Paniza qui nous dit 2 suspendus déjà à Rennes. Bon, on va y venir de toute façon tout au long de la semaine avec plus d'informations. Il y en a qu'un seul, hein. Il y en a qu'un seul, Camara. Greg. Parce que Christopher Wu, il est parti. Ouais, c'est Madi Camara qui fait. Madi Camara. Mais tant mieux que ça soit Madi Camara parce qu'à chaque fois qu'il joue contre nous. Oui, à Brest, il nous avait fait mal. Et moi, il y a un joueur qui m'avait traumatisé du côté du Stade Rennais. Ouais, il jouait bien là-bas à l'époque. C'était pas Gis, c'est ça? Non, il y avait lui, puis il y en avait un autre aussi, un ancien Lyonnais. Il nous mettait des buts à chaque fois, c'était Martin Terrier, les gars. Oui, Martin Terrier, ouais, si on regarde les dernières années. Moi, c'est bien plus loin. C'est 2 joueurs qui étaient extrêmement forts, dont un qui a signé à l'OL, c'est Kim Kallström. J'adorais ce joueur. Et devant, ils avaient Alexander Frey. Quel attaquant, j'adore. Ouais. Non, ouais, il y avait un joueur aussi qui nous mettait souvent des buts contre Lyon, c'était Gian Asamoah, les gars. Ah oui. Celui-là, De toute façon, je sais pas quel joueur de Rennes n'a pas marqué contre nous. Hein. Oui, Gian Asamoah. Désiré Doué aussi, les gars. Et il n'y avait pas la recrue Kamavinga, lyonnaise. Kamavinga, il faisait des gros matchs contre nous. Ouais, Kamavinga, Ousmane Dembélé, mais voilà, c'était l'époque. Il n'y avait pas l'attaquant lyonnais, là, le jeune, merde, j'ai oublié son nom, qui a rejoint le Stade Rennais, là, il y a quelques années. Gouiri. Ouais. Oui, qui est à Marseille maintenant. Il joue beaucoup de matchs. Voilà, Greg, est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur cette rencontre? On va y venir tout au long de la semaine, de toute façon. Qu'est-ce que toi, tu sais d'autres choses à l'heure actuelle? Qu'est-ce que ça peut être comme type de confrontation, ce match-là? Est-ce que ça peut être un match spectaculaire à nouveau? Ouais, moi je pense que ça va être un match avec des buts parce que tout simplement c'est 2 équipes qui aiment jouer au ballon. On a vu que Rennes, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon match contre Marseille. En plus, ils se sont retrouvés à 10 contre 11 et ils ont gagné le match. Rennes, comme on l'a dit, a beaucoup de mal contre les petites équipes et ils ont tendance à, entre guillemets, se mettre plus au diapason contre les grosses équipes. Voilà, là, ils ont perdu contre Lorient, ils ont perdu donc, contre Angers. Ils ont des bons joueurs, hein, attention. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, pas bien. On n'a pas tant joué que ça, mais on le connaît en Ligue 1, c'est Brel Mbolo, qui devrait être devant, je pense, avec Esteban Le Paul. Ça aussi, un ancien joueur qui est formé zut, il y a quand même un joueur formé à l'OL en face, merde. Voilà, donc Esteban Le Paul, voilà. Comme dit Vladi, oui, il y a Ludovic Blas, bien sûr. Et puis au milieu, t'as Camara, Fofana, enfin, ils ont une très belle équipe. Pour moi, ils ont sincèrement, je pense qu'ils ont en tout cas sur le papier, une des 3 meilleures défenses du championnat. Parce que Jérémy Jacquet et Anthony Rouault, je trouve que c'est très, très, très complémentaire et très solide. Sincèrement, pour moi, c'est limite la meilleure défense derrière le PSG, franchement, en termes intrinsèques. Donc voilà, donc attention à cette équipe. Un gardien international qui est Samba. Maintenant, nous aussi, on a des arguments à faire valoir. On aura peut-être la première de Satriano, peut-être la première, alors, je sais pas, mais je pense peut-être qu'il rentrera, j'en sais rien, de Ghezal. Peut-être la première de Greif aussi. Donc on verra bien. Et puis on espère aussi que Tolisso sera au niveau. Fofana également, parce qu'on va avoir besoin de lui. Mais ça va être un match très intéressant. Puis pour moi, ça va être
Pour moi, si Rennes, sincèrement, n'est pas dans les 6 premiers, ou du moins ne se mêle pas à la lutte, pour moi, c'est inadmissible avec l'effectif et l'argent dépensé sur ce mercato. Et pour moi, Rennes va être un concurrent direct à l'OL. Donc c'est pour ça que ça va être un match très intéressant. C'est pas pour rien que le match est programmé dimanche soir, hein. C'est entre guillemets le plus gros match, la plus grosse affiche. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'à mon avis, ils se disent que ça peut ramener du monde, l'OL toujours, forcément. Et puis bah c'est un vrai test quoi, pour l'OL aussi, quoi. Surtout à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un match à l'extérieur, c'était à Lens. Et c'était bien, mais il y a eu quand même beaucoup de chance, parce que dès qu'on fait un gros match, il y a eu une frappe de Machado qui passe, mais alors à 2 doigts, et si elle est dedans, il y a un 0 avant la mi-temps pour eux, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que ça va être un gros test pour notre équipe, mais voilà. Là, on avait Nico Tadé. Ouais, on va accélérer un petit peu. Juste l'avis de Jojo qui n'a pas pu parler là, de cette affiche, et puis après on passera sur un tout petit dossier là. J'accélère, j'ai supprimé quelques dossiers pour qu'on ait le temps de tout dire. Vas-y Jojo. Bah, du coup, déjà, on va parler de la bête noire. La bête noire, ce n'est plus Rennes, les gars, c'est Marseille. Parce que Marseille, c'est quand même 6 victoires contre nous sur les derniers Olympico. Donc voilà, c'est pas rien. Maintenant, moi, ce match-là, les gars, il va jouer au milieu de terrain. Pour moi, il va jouer au milieu de terrain parce que on a Tyler Morton, voilà, et c'est un très très bon passeur. Mais côté de Rennes aussi, c'est qu'au Fofana, attention, il revient en forme. C'est ça qui nous fait peur aussi. Maintenant, voilà, un match reste un match. Voilà, Rennes, on sait que là-bas, c'est très très rare qu'on gagne là-bas. Est-ce qu'on peut péter les statistiques dimanche? Je serais content. Donc voilà. Et par contre, les gars, c'est là où vous n'avez pas souligné un truc. Si Lyon gagne Rennes, les gars, on fait une sacrée opération quand même. Ça serait 4 victoires. Ça serait incroyable. Ça serait 4 victoires d'affilée sur ce début de championnat. Mais bon, avec Dessy, on coupe du bois. On verra déjà dimanche. Attention quand même au Stade Rennais, malgré qu'ils sont restés quand même sur un nul contre Angers. Ils en ont mis 4 à Lorient. Bon, non, ils se sont pris 4 à Lorient. Ils ont pris 4, mais ils ont joué à 9. Ils ont joué à 9. Mais voilà. Mais après, Rennes, pour moi, là, c'est un autre calibre qu'ils vont affronter, c'est l'Olympique Lyonnais. Pour moi, c'est le deuxième gros morceau derrière Marseille qu'ils vont affronter. Donc voilà, c'est pas rien. Ça va être un gros match en tout cas. Ouais. Voilà, on va clore ce débat parce que je finis avec ça un petit peu de football féminin. Donc voilà, on va parler un petit peu de Wendy Renard et son palmarès. Ça fait plus de 20 ans qu'elle évolue à l'Olympique Lyonnais et c'est assez incroyable. Donc Wendy Renard, donc elle a entamé sa 20e saison au haut niveau, 504 matchs joués avec l'OL Lyon, 504 affiches disputées. Personne ne fait mieux, c'est voilà, inégalable. Elle est sous contrat avec l'OL Lyon il y a encore 2 années jusqu'en 2027. On peut d'ailleurs noter qu'elle évolue avec de très jeunes joueurs comme Maïssa Fatala et Lily Johannes qui sont nés en 2009 et en 2007, qui n'étaient donc pas nés lorsque Wendy Renard a entamé sa carrière. Depuis le début de sa carrière en mars 2007, elle a remporté 38 titres, 18 championnats de France et 8 Ligues des Champions. Elle a joué au minimum 21 matchs par an, c'était vraiment un tout minimum. Elle avait une fois, lors de ses tout débuts en 2006-2007, 3 apparitions seulement sur cette joueuse. Voilà, donc je vais venir un petit peu faire le point par rapport à Wendy Renard, ce que j'en pense personnellement. Je n'ai pas observé énormément de matchs féminins, mais j'en ai regardé quand même un paquet. C'est vrai que Wendy Renard, c'est la capitaine de l'OL Lyon et puis de l'équipe de France aussi pendant longtemps. C'est une joueuse qui a porté l'Olympique Lyonnais, qui est capable de marquer de la tête. Elle est capable également Elle est très forte dans les 1 contre 1, dans les duels. Elle a beaucoup d'expérience aujourd'hui. Elle est très grande. Même techniquement, elle n'est pas mauvaise pour une défenseuse. Elle est capable de lâcher des ballons longs avec beaucoup de précision également. Voilà, on voit bien là son jeu aérien. Déjà, c'est un gros danger. Et c'est une vraie leader dans le vestiaire. Donc c'était la joueuse préférée, je pense, de Jean-Michel Aulas. Il a beaucoup compté sur elle et il avait totalement raison. En tout cas, voilà, elle a permis à l'OL de remporter la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Pour moi, elle a joué un grand rôle là-dedans. Elle a fédéré le vestiaire autour d'elle. Elle est très respectée. Aujourd'hui, voilà, on se rapproche petit à petit de la fin, c'est vrai. Mais c'est une joueuse qui a énormément de qualité, qui fait partie des meilleures joueuses du football mondial.
Qu'est-ce qu'on peut en dire, Damien? Non, tout le respect, hein, 20 ans au haut niveau. Surtout que, voilà, c'est une capitaine. Elle a toujours été, performante, sérieuse. Donc, si Moussa Niakhaté se blesse, pourquoi pas essayer de la tester en remplaçant Moussa Niakhaté à Rennes, hein, je sais pas. Hein. Ils le font bien FC 25, pourquoi pas le tenter, hein. Non, mais c'est bien. Voilà, respect, belle carrière. Il lui reste 2 ans, on verra si elle voudra continuer. Donc voilà, c'est bien pour elle. Ouais. Guigui? Moi, je pense qu'en termes de palmarès, c'est sans doute la plus grande joueuse de l'histoire de l'OL, à mon avis, vu qu'elle a démarré très jeune et qu'elle va finir, entre guillemets, assez tard sa carrière. Et oui, elle a marqué déjà énormément de buts pour une joueuse qui joue quand même au poste de défenseur central. Hein. Elle a marqué énormément, elle a gagné des Ligues des Champions. Enfin, c'était quand même une guerrière capitaine. Enfin, oui, plus grande joueuse de l'équipe et de l'histoire de l'OL sans aucun doute. Il lui aura peut-être manqué dans sa carrière internationale, mais comme à plein d'autres joueuses de cette génération, un titre avec l'équipe de France. C'est peut-être peut-être quelque chose qui lui manquera sans doute à la fin de sa carrière quand même, parce qu'elle a tous les étés, elle s'est quand même coltinée les JO, les Euros, les machins, et on est toujours buté un peu sur une marche, quoi. C'est peut-être ça qui, s'il y a peut-être un regret sportif, c'est peut-être plus avec l'équipe de France. Avec l'OL, elle a gagné tout ce qu'elle pouvait gagner. Elle l'a gagné à de multiples reprises. Donc oui, le palmarès à la fin de sa carrière, il faudra le lister, c'est assez impressionnant. Greg, un éloge sur Wendy Pareil. Renard. De quoi? Un éloge sur Wendy Renard. Légende de l'Olympique Lyonnais, légende de l'équipe de France, une des meilleures joueuses en termes de palmarès et en termes de longévité de sa génération. Voilà, ça a été une capitaine exemplaire, donc vraiment content d'avoir eu une fille qui a porté l'OL à ce niveau-là. Et puis on va voir, c'est pas encore fini. C'est vrai qu'elle est plus sur la fin qu'autre chose, mais bon, elle a une très bonne mentalité et voilà, donc c'est vraiment une joueuse qui a marqué l'histoire, vraiment de l'OL féminin, d'OL Lyon maintenant. Et chapeau à elle pour sa carrière, tout simplement. Ouais. Pour moi, Wendy Renard, je pense que c'est la meilleure défenseur, défenseur du monde au niveau du football féminin. Moi, je le dis, voilà. Après, ce qui aide, c'est elle est grande, voilà. Elle est irréprochable, elle a un très bon comportement. Il faut se rappeler aussi l'histoire qu'il y avait eu en équipe de France avec Corinne Diacre. Voilà, elle était écartée et tout, donc c'est un peu dommage. C'est là où ça a fini la carrière internationale de Wendy Renard en équipe de France. Et voilà, à Lyon, irréprochable. En plus de ça, c'est que elle est à Lyon depuis le début. Elle va finir sa carrière à Lyon. Et Panizza ajoute qu'elle a été maman aussi, hein, en même temps. Ouais. Et puis si elle finit à Lyon comme ça, du début jusqu'à la fin, ça serait magnifique qu'elle finisse sa carrière. Donc franchement, ce serait top. Donc j'attends de voir si elle va vraiment finir sa carrière à Lyon ou elle va changer de club. Mais en tout cas, si elle finit sa carrière à Lyon, pour moi, ça serait historique. Je pense pas que ça s'est vu. Donc, en fait, c'est même une légende du football féminin, pas seulement l'Olympique. Pour moi, c'est une légende. C'est clair. Pour moi, c'est une légende du football féminin, c'est clair. Après, on peut mettre quand même aussi Eugénie Le Sommer aussi. Eugénie Le Sommer aussi, elle a fait son bénéfice aussi à Lyon aussi. Mais voilà, c'est pas le même rôle, parce que Wendy Renard, c'était vraiment une capitaine exemplaire, et en plus de ça, elle a encore fait mal encore hier. Voilà, elle a encore marqué. Donc voilà, c'est beau. Wendy Renard, pas oublier Ada Hegerberg avec son le premier ballon d'or du football féminin. Voilà, aussi, ouais. C'est ça. Voilà, donc on a fait le tour. Je pense qu'on va attaquer les dossiers européens avec Damien. Ouais, pas de souci. Déjà, je vais faire un nouveau truc, c'est que chaque jour, je vais annoncer 2 ou 3 anniversaires, soit d'anciens joueurs ou de joueurs. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Bruno Fernandes, le Portugais, 31 ans, donc un 8 septembre. Et bien sûr, à Jean-Michel Larquet, 78 ans, voilà la photo que j'ai envoyée à Olivier. Alors, Jean-Michel Larquet, ça reste quand même une légende, hein, surtout une légende d'un club, même si c'est nos ennemis, l'AS Saint-Etienne. Voilà, il est né en 47, 60, il a mis son âge, 78 ans, voilà. À Saint-Etienne, il aura joué quand même 321 matchs, 78 buts marqués pour un milieu de terrain. Il aura aussi joué au PSG 22 matchs.
Et en équipe de France, il a joué 14 matchs. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup moins de matchs à l'époque, hein, quand même, pour 2 buts. Il a eu quand même 8 titres de champion, dont 3 Coupes de France, pas rien. Donc voilà, c'était un joueur très important dans les années 60-70 de l'AS Saint-Etienne. Et bien sûr, après tout ça, après le football, sa carrière de footballeur, il a été journaliste football, rédacteur pour le magazine 11 Mondial, mais aussi à la radio Monte Carlo, aussi RMC, hein, on l'a connu avec son émission L'Arc et Foot. Et bien sûr, tout le monde se rappelle de son voilà, avec Thierry Roland, emblématique commentateur, hein, pour l'équipe de France. Leur duo aura joué presque 15 ans avant, bien sûr, la triste disparition de notre grand Thierry Roland. Et je ne savais pas, mais il a créé en 1983 plusieurs écoles de formation pour le jeune footballeur de 7 à 19 ans. Il me semble que ça continue, mais c'est plus des stages maintenant, des stages pour les jeunes au niveau football. Et il aura quand même découvert quelques footballeurs, hein. Florent Malouda vient d'un centre de formation de Jean-Michel Larquet, et les 2 frères Chéroux, Bruno et Benoît Chéroux. Ah ouais. Donc c'est assez, voilà, c'est les infos que j'ai pu prendre sur lui. Donc voilà, joyeux anniversaire, 78 ans. Donc voilà, on lui souhaite que du bonheur. On lui souhaite encore voilà. une longue vie. Ouais. Et je vais attaquer aussi chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé à cette date? Donc on est le 8 septembre 2025. Je pense qu'ici, on est à peu près 38, plus nous, ça fait à peu près une quarantaine. Je pense que personne n'était né le 8 septembre 1888. Je pense qu'on a tous ce point en commun aujourd'hui. Et ben en fait, le 8 septembre 1888, c'est la première journée de la Football League, ce qui est maintenant nommé la Première Ligue de football. Voilà, il faut savoir que donc le 8 septembre, les premiers matchs ont eu lieu. Et ce qui est notamment intéressant, c'est qu'en fait le championnat commence, mais en fait les équipes gagnaient 100 points pendant un mois. Ils n'étaient pas d'accord sur le nombre de points de victoire, de nuls et de défaites. Donc c'est pendant un mois, ils ont galéré comme ça. Et c'est juste en 2 mois même, parce que c'est en novembre qu'ils tombent d'accord pour les débuts du championnat, pour accorder 2 points pour une victoire, 1 point pour le nul et 0 pour la défaite. Et en fait, il n'y a que 12 clubs qui ont participé à la première édition. Et là où j'ai pu prendre, je crois qu'il a une photo, qui pour vous a gagné Alors, je vais vous expliquer les 12 clubs. Les 12 clubs, c'était Preston, Burnley, Wolverhampton, Aston Villa, Derby County, Bolton, West Bromwich, Stoke City, Everton, Accrington, Notts County et Blackburn. Et ben cette photo, c'est les champions de la première édition de la Ligue Football, de la Football League. Et c'est Preston qui gagne la première édition de... Bon, je me souviendrai pas de leur visage parce que la photo en noir et blanc déjà, et puis le fait qu'elle est très ancienne. T'es sûr que c'est pas la guerre des boutons là, non? Bah, c'est la première photo des champions de la Football League. Et alors j'ai noté un truc quand même. Zéro club de Londres, hein, pour la première édition, quand même. Hein. Donc c'est assez bizarre. Voilà, il y a eu des scores, des 5-2, des 6-3, des 7-0. C'était le premier football en Angleterre. Mais voilà, je suis tombé là-dessus, donc je me dis, tiens, pourquoi pas en parler. 1888, hein, voilà, ça date. Donc voilà, juste c'était un peu... pour info, Damien, ce que vous voyez là, du coup, sur la vidéo, c'est l'évolution des titres de champion depuis la création en 1889. 1904... Ouais, c'est ça, 1889, ouais. Donc vous voyez le nombre qui progresse, Aston Villa 5 titres en 1900, etc. Et ça progresse au fur et à mesure des années. Voilà, je te laisse continuer, Damien. Ouais, donc c'est assez intéressant. On voit qu'Aston Villa au départ était pas mal. Hein. Il y a des clubs, Sheffield Wednesday. Je crois que c'est dans les années 70-80, en 1900, que Nottingham était très fort aussi. Donc voilà, j'ai su qu'aujourd'hui c'était, on va dire, la première journée de championnat de la Football League. Maintenant, on la connaît plus sur la Première Ligue, et maintenant, ben, on voit l'évolution. C'est l'un des plus, c'est le plus grand championnat au monde, hein, de football. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour les Anglais. Donc, mais j'étais un peu étonné de pas voir d'équipe de Londres, parce que Londres reste, voilà, la capitale, la plus grande ville d'Angleterre. Donc, et maintenant, quand on voit les équipes de Londres, combien il y en a en Première Ligue, c'est énorme. Il y a énormément
de clubs. Donc voilà, je me suis dit, ouais, pourquoi pas parler de ça, c'est un petit rappel. Et il y a aussi un truc qui m'a paru bizarre, c'est qu'au départ, ils étaient 10, mais comme ils n'avaient pas annoncé 2 points pour certaines équipes, 2 sont rajoutés quelques jours après. Enfin, c'était vraiment le début, donc j'ai pas vu encore de vidéos là-dessus, c'est dommage, j'aurais aimé voir, mais bon, je pense que ça devait être assez marrant quand même de voir tout ça, mais voilà, c'est l'évolution. Mais là, on en a pour longtemps, hein, Olivier, Oui, la oui, vidéo. non, mais c'est Ouais. pour ça, voilà, Guigui, par rapport à ça, là, par rapport à cette évolution, notamment des titres de champion, ou ce qu'a dit Damien, qu'est-ce que tu veux ajouter? Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa de voir des équipes qui aujourd'hui sont peut-être en première ligue ou dans, je sais pas, même en 5e division. Comme nous en France, on a certaines équipes, je pense à Bordeaux, qui maintenant sont descendues. Et tu as le même type de graphique avec parfois le nombre de buts en Ligue des Champions. Ou ce genre de choses. Et tu vois effectivement des vieilles légendes et tu te rends compte qu'après les mecs sont arrivés et ont commencé à tout tabasser. Mais oui, l'évolution, ou les titres en Ligue 1, enfin tu l'as sur plein de trucs maintenant, ce type de vidéo-là. En 1955, Arsenal comptait le plus de titres de champion, 7 titres, Aston Villa 2e, 3e Sunderland. Sunderland. Mais pareil, Sunderland, assez improbable. Enfin, mais oui, non, mais c'est assez intéressant de voir ce genre de trucs. Surtout qu'aujourd'hui, tu as plein de graphiques, comment dire, qui évoluent assez vite, qui bougent, c'est plutôt bien fait. Mais oui, la vidéo doit être longue, je pense, David. Ouais, Everton qui remonte à la 3e place en 1964. Ah, Liverpool qui passe 2e en 1966. Ah là là, la montée. Manchester United qui compte le plus de titres à égalité avec tout le monde en 1968. Je crois que dans ces années-là, il y avait Bobby Charlton à Manchester qui faisait des ravages avec Manchester United. Arsenal Mais juste qui reprend la tête en 1972. Ouais. Juste un truc pour ajouter, il faut savoir qu'aujourd'hui en Première Ligue, il y a 6 clubs de Londres et il y a 12 clubs qui jouent parmi les 4 divisions professionnelles de Londres. C'est quand même grosse majoritaire, mais ouais, mais il y a Sheffield Wednesday, c'est le club que Textor veut racheter, qui ne peuvent plus recruter. Enfin, il y a des clubs, vous voyez des clubs, c'est des clubs mythiques, mais qui pour l'instant ont disparu complètement de la Première Ligue. Et pour finir, on ne repart rien, j'avais pas fini. Ouais, juste quelques résultats qui a eu lieu voilà, même si on s'en fout un peu. La Lituanie a perdu 1-0 face à la Serbie. Le Portugal s'est imposé 5-0 en Arménie. L'Angleterre a gagné 2-0 contre Andorre. L'Autriche 1-0 contre Chypre. Irlande-Hongrie 2 buts partout. Saint-Marin-Bosnie 6-0 pour la Bosnie. Hier, il y avait la Géorgie contre la Bulgarie 3-0 pour la Géorgie, dont un but de Georges Mikotadze en deuxième mi-temps. Les Pays-Bas qui ont eu peur parce que les Pays-Bas menaient 2-0, 2-2 à la mi-temps en Lituanie et finalement 3-2, dont un doublé de Memphis Depay, on en a parlé tout à l'heure. La Macédoine du Nord qui s'impose 5-0 face au Liechtenstein. La Belgique 6-0 face au Kazakhstan. L'Allemagne qui a eu du mal, qui perdait 1-0 face à l'Irlande du Nord mais qui a gagné 3-1. La Slovaquie qui gagne 1-0 au Luxembourg, qui sont premiers avec 6 points parce qu'ils ont gagné l'Allemagne le premier match. Ils ont gagné 1-0 à la dernière minute en plus. La Pologne qui s'impose 3-1 face à la Finlande. Et la Turquie qui s'incline chez elle 6-0 face à l'Espagne. Un récital de l'Espagne. J'ai regardé le match, les gars, franchement, l'Espagne, c'est une machine de guerre. Hein. Michael Merino qui met un triplé. Tu peux parler d'histoire là avec Lamine Yamal? Ah oui, par rapport à son passeport, il a oublié son passeport dans sa valise. Donc... Alors là, il est dans une merde. Non, mais ça va se régler, il va recevoir son passeport et il pourra rentrer. Ouais, après, ça arrive, on peut faire des oublis. Et là, en ce moment, il y a quelques résultats très importants. L'Italie est menée en Israël 1-0. Si l'Italie perd là, en sachant que l'Israël avait 3 points d'avance déjà, s'ils perdent là, ils en ont 6 d'avance. Attention à l'Italie qui pourrait encore ne pas participer à une Coupe du Monde. Il y a 30 minutes de jeu. Ils ont intérêt à se réveiller, les Italiens, parce que je pense que la Coupe du Monde, ils vont encore la regarder à la télé. Ça serait la 3e d'affilée. Je pense que pour l'Italie, ça serait déjà que c'est un cataclysme chez eux. Alors là, ça serait vraiment... Et en sachant que le match se joue en Hongrie, pas en Israël, avec ce qui se passe. On fait coucou à tous les parieurs qui ont mis l'Italie gagnant, hein, dont mon frère. Bah, c'est pas fini, hein. Il y a 30 minutes de jeu. L'Italie, je crois, faisait 0-0 contre je sais plus qui le match d'avant. Et en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, ils ont fait un récital. Mais attention, l'Israël, c'est pas... Ils ont des bons joueurs, l'Israël, de football, quand même. Tiens, bon, t'as voilà. bien suivi le football international, hein.
Ouais, quand c'est les qualifs de Coupe du Monde, Olivier, je suis un peu quand même. C'est des matchs importants. c'est Les nations, j'en ai rien à foutre. C'est pour ta section Europe Arena. Ouais, c'est ça. Voilà, Greg, est-ce que tu as fait Olive, le tu tour peux- déjà, Damien? Pardon. Olive, tu me permets ou pas Ouais, revenir pour sur... finir, hein, parce que on est largement surpassé dans les temps. J'avais une question à Dame pour le prochain Europe Arena. S'il peut trouver l'équipe de Première Ligue depuis le commencement, c'est vrai qu'il n'a jamais descendu aussi de Première Ligue. Parce qu'à mon avis, t'en as une ou deux qui est là depuis le début, qui n'est jamais descendu en deuxième division. Elles sont toutes descendues. Là, je suis en train de regarder sur les 12. Elle est bien ma question. Elles sont déjà toutes descendues. Incroyable. Bah Greg, faut que tu fasses pareil pour le championnat de Ligue 1. Oh là là, qu'est-ce que tu nous as préparé, Greg? Le coup de pression après être passé sur le gros format de Bon, Damien. écoute, moi j'ai quelques news sur tout ce qui concerne Ligue 1, la France, Ok. tout ça. Parce que vous savez que donc fin de mercato, on apprend des dossiers, des choses comme ça. Donc il y a Lucas Hernandez qui en fait il a été approché par l'Arabie Saoudite, voilà, et finalement donc il a dit non. Lucas Hernandez, c'était pour rejoindre son frère dans le même pays que lui, donc Théo. Et donc en fait il a dit non pour la simple et bonne raison que déjà d'une t'as la Coupe du Monde là en 2026. Et de deux, en fait, il pense être de nouveau titulaire. Il pense pouvoir s'imposer au PSG et être titulaire. Voilà, donc il a refusé les millions. Il y a pas mal de news sur le PSG. Donc le PSG, alors ça aussi c'est un peu l'affaire entre l'équipe de France et le PSG. Donc vous avez vu que donc Dembélé est out pour plusieurs semaines. Et en fait, il avait déjà une gêne avant après le match contre... C'était contre qui? Toulouse. Contre Toulouse, ouais, voilà. Donc il est sorti sur blessure, tout ça, il avait une gêne. Finalement, il a joué avec l'équipe de France. Et en fait, il s'est blessé. Donc le PSG en veut, entre guillemets, à l'équipe de France. Désiré Doué, c'est la même chose. Et donc en fait, le PSG menace de ne pas envoyer ses internationaux français. Donc Barcola, Doué, bon, Dembélé, non, ça va être compliqué. Mais pour la prochaine trêve qui aura lieu en octobre. Voilà, donc c'est un petit bras de fer qui commence entre la FFF, la Fédération Française de Football, et donc le Paris Saint-Germain. Un autre, Bradley Barcola, qui fait donc une belle carrière au PSG, donc un ancien Lyonnais. Voilà, l'objectif, il est clair dans la tête des dirigeants, c'est lui prolonger son contrat, et ils veulent le prolonger jusqu'en 2030. Voilà, donc les discussions ont commencé à vraiment s'accélérer depuis quelques heures. Et donc, ça devrait déboucher, je pense, sur une prolongation. Kimpembe, on en avait parlé. Donc, Kimpembe, ça y est, il quitte le PSG. Il rejoint le Qatar Sports Club. Voilà, donc Kimpembe, qui avait notamment refusé d'aller à l'AC Milan en fin de mercato. Voilà, donc il quitte Paris pour le Qatar. Voilà, comme un peu Draxler, Verratti l'ont fait avant lui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc Marseille ensuite. Neil Maupay, lui, il veut rester. Il veut rester à l'OM. Vous savez donc le marché belge est terminé. Mais par contre, le marché turc et saoudien n'est pas encore terminé. Je crois que c'est à la mi-septembre, il me semble. Voilà, vers le 15-16 à peu près. Et en tout cas, Neil Maupay a expliqué qu'il ne voulait pas partir. Il voulait rester à l'OM. Il se sentait bien à Marseille. Voilà, il est conscient qu'il va peut-être très peu jouer. Mais en tout cas, il veut rester à Marseille. Donc, les dirigeants sont pas forcément contre, enfin, pas pour ni contre. Bon, voilà, donc, il devrait rester. L'OM, ils ont tenté un coup intéressant. Ils n'ont pas réussi, mais donc, ils voulaient un latéral gauche. Alors, on a eu la rumeur Zinchenko. Moi, j'y croyais pas du tout, personne, parce que je vois pas comment ils auraient pu s'aligner sur le salaire. Voilà. Mais en tout cas, il y avait par contre, donc, ils ont fait Emerson Palmieri. Et ils étaient, on l'a appris aujourd'hui, sur Miguel Gutiérrez. Donc le latéral gauche de Girona, qui est je pense, une des révélations du dernier championnat d'Espagne. Et donc en fait ils étaient dessus, sauf que ça a pas marché, donc il a rejoint Naples, mais pour 18 millions d'euros, mais ils étaient dessus, c'était un joli choix, un joli coup. Et donc en fait on voit bien que Emerson Palmieri, c'était un plan B. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi? Ah oui, j'ai donc Timothy Weah qui s'est blessé, donc tout comme Niakate avec sa sélection.
Il s'est blessé Timothy Weah avec les États-Unis. Sauf que voilà, Marseille aura plus de chances que l'OL parce que Weah a l'air d'être pratiquement rétabli et il devrait normalement postuler pour être dans le groupe pour le match de l'OM qui reçoit vendredi soir le FC Lorient en ouverture du championnat de France, de la 4e journée du championnat de France. Voilà. Dernière chose, Marseille. L'OM voudrait procéder à une résiliation de contrat pour son gardien espagnol Ruben Blanco. Voilà, donc lui c'est le 3e gardien, il joue plus. Voilà, et entre guillemets, Marseille veut se séparer de son salaire qui est quand même 2,5 millions par an, je crois. Donc c'est quand même pas non plus rien. Voilà, et il est 3e gardien. Et comme dit Marjolaine, ouais, il serait temps parce que c'est vrai que c'est un gardien que tu payes cher pour pas grand chose. Voilà, alors ça c'est la petite, on va dire, pas bonbon, mais le petite info insolite du jour. C'est, vous savez que, bon bah voilà, hein, c'est le foot qui veut ça, mais il y a des clubs qui, comment on appelle ça, qui ratent des joueurs. Nous à l'OL, on a raté Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Nice a raté Gvisha Kvaratskhelia. Voilà, en fait Sagnol, à l'époque où il jouait au Dynamo Batumi, donc Sagnol, comme l'avait dit Jojo il y a quelques semaines, est le sélectionneur de la Géorgie. Voilà, donc il gère Georges Mikotadze, David Ashvili, des joueurs comme ça, et Kvara donc, en Géorgie. Et en fait, Sagnol avait expliqué à des clubs français, notamment à l'OGC Nice, de recruter ce joueur-là parce qu'il allait exploser au Dynamo Batumi quand il était après être parti au Dynamo Batumi. Donc Nice n'a pas voulu. Donc aujourd'hui, bon bah voilà, Nice se retrouve avec Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud. C'est tant pis pour eux. Voilà, c'est dommage, mais bon, ils ont raté ce joueur. Petite info aussi, c'est Gaël Clichy qui était proche de s'engager au Paris FC il y a quelques années. En fait, Clichy, il avait 38 ans à cette époque-là. Maintenant, il est un peu plus vieux. Et en fait, Clichy, il était proche de signer au Paris FC pour finir sa carrière. Sauf qu'en fait, Thierry Henry l'a retenu parce que Thierry Henry l'a appelé pour être adjoint donc de Thierry Henry avec l'équipe de France Espoir, enfin pour les JO notamment, je suis comme ça. Et voilà, et aujourd'hui, Gaël Clichy a un poste au niveau de la fédération dans les équipes de France. Voilà, et puis petite deux dernières choses. Olivier Giroud, donc qui a signé à Lille, et en fait, mais ça j'en ai déjà parlé, mais bon là on en est sûr, ça a été confirmé. Olivier Giroud a signé donc à Lille, et il a une proposition de Laurent Koscielny, qui est donc un ancien joueur de l'équipe de France, qu'on connaît tous, voilà. Et en fait, il est directeur sportif du FC Lorient, et il l'a appelé il y a quelques semaines, avant que Giroud prenne sa décision, et il lui a dit, bah voilà, je sais qu'aux États-Unis ça se passe pas très bien, tu veux partir. Eh ben j'ai un poste, enfin voilà, j'aimerais bien que tu viennes à Lorient. Et Giroud, bon, ils sont amis, parce qu'ils ont porté le mot de l'équipe de France ensemble. Giroud lui a dit, bah écoute, désolé, mais voilà, moi, entre le LOSC qui joue le haut de tableau et la Coupe d'Europe, et le FC Lorient, dont j'ai beaucoup de respect, comme il a dit, mais qui est un promu, bon bah je préfère choisir le LOSC, voilà. Mais en tout cas, voilà, Giroud a été approché par Lorient. Et dernière chose, et on va faire un petit quiz justement. J'ai eu cette stat très intéressante. Alors, Monaco est le club français, le club, on va dire, dans le championnat de France, qui a le plus intégré de joueurs en équipe de France pour leur première sélection. Donc 54 joueurs, voilà. Et il y a deux clubs, donc voilà, donc Akliouche est devenu le 54e joueur à évoluer à l'AS Monaco, à fêter sa première sélection en équipe de France. Donc aucun club n'a fait mieux. Et il y a donc deux clubs qui sont derrière, donc je vous laisse essayer de trouver. Il y en a un à 44 joueurs et un à 42 joueurs. Marseille, Paris. Et non. Lyon. Je pense qu'on est dedans, non? Formé Lyon ou pas aussi, non. Lyon 44, 42 42, Lyon. 44. 41 Ok. plus 1, pardon. Et le dernier? Donc Lyon est dedans, en effet. Lyon, Rennes. Non, Nice. non. Lille. Bordeaux. Un indice, faut pas forcément aller chercher bien loin. Saint-Etienne. Bravo. Donc Saint-Étienne, Monaco je sais pas. premier, 54 joueurs. Ouais. Donc à avoir fêté leur première sélection en équipe de France. Voilà, donc Monaco est une pouponnière à joueurs de l'équipe de France.
L'OL, donc deuxième, 44, donc c'est aussi très bien. Et la Saint-Etienne, troisième, avec 42 joueurs. Voilà. Eux, ils ont leurs chiffres. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit c'était une belle stat. Voilà, et donc Akliouche, comme j'ai dit, est le 54e joueur dans l'histoire à avoir fêté sa première sélection en équipe de France alors qu'il jouait à l'AS Monaco. Et t'as la stat pour l'OL sous Didier Deschamps ou pas? Ouais, j'aimerais bien savoir. Pour vérifier quelque chose. Le dernier joueur à avoir été pris. Je pense que sous Didier Deschamps, il n'y a même pas besoin de fêter la première sélection, c'est une sélection tout court. Alors, Fekir, Tolisso, Ouais, Fekir, Tolisso, Cherki. Et juste l'Italie vient d'égaliser pour les Italiens, ils sont peut-être un peu rassurés. Et par contre, pour la préparation de Rennes-Lyon, attention à Mbolo, les gars. Mbolo, avec les Suisses, c'est plutôt très très bon. Là. Il marque but sur but. Attention à Mbolo. Et il joue contre qui, la Suisse? La Slovénie, mais attention. Ah, la Slovénie, c'est la j'ai une dernière petite info. Allez, on laisse finir Greg. Alors, j'ai pas pu vérifier, mais bon, ça vient de Goal France, donc je leur fais confiance. C'est quand même un gros média. C'est que l'OM, en fait, chercherait donc un remplaçant Adrien Rabiot. Donc, je suppose un joueur libre. Et en fait, il serait sur un ancien Stéphanois, Joshua Guilavogui. Donc, je suppose qu'il est libre, à mon avis. Parce que sinon, il serait pas dessus. Et voilà, donc il pourrait peut-être faire un peu comme nous avec l'OL, on a fait avec Rachid Ghezal. Et donc, ils sont sur lui. Alors, je pense que c'est pareil, hein, c'est comme Ghezal. C'est plus niveau quantité, surtout qu'ils ont la Ligue des Champions en plus. Mais en tout cas, ils sont sur Joshua Guilavogui, qui est un ancien joueur de la Saint-Etienne. Voilà. Ok. Voilà, on arrive au terme de ce longue quotidienne, pardon. Ce que je sais déjà, c'est que demain, on se retrouvera tous pour l'interview de Pierre Ménès et débattre sur l'actualité lyonnaise des 24 dernières heures également. On parlera football uniquement. On aura également de nouvelles choses qu'on vous dévoilera les prochains temps. Ce ne sera pas forcément la seule interview et seule invitation. Voilà, je vous en parlerai en temps voulu. On regarde le classement des meilleurs auditeurs. David La Dessine Family qui est premier avec 146 points. Deuxième Marjolaine, toujours dans le trio de tête. Troisième Juju. Quatrième Harry Lyon. Cinquième Fredo. Sixième Panizza. Septième Anthony Brasseur. Huitième Tiffany. Neuvième Romuald. Et dixième Damien. Voilà. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve, on retrouve le replay également, la rediffusion sur YouTube. Et puis demain soir 20h, soyez à l'heure. Voilà, grosse invitation, grosse interview. Vous voulez en savoir plus sur l'enfance et l'adolescence de Pierre Ménès? Eh bien, on ira également là-dessus. Bien entendu, sur les souvenirs liés au football. Merci beaucoup les Gones. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, allez l'OL. Bisous. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Ciao.